Si c'était uniquement le président Trump qui devait négocier tout ça, je serais bien plus optimiste que je ne suis. Mais il y a deux autres acteurs en jeu, les représentants de chaque camp, le Hezbollah du côté iranien et Israël du nôtre. Dire qu'Israël est notre représentant va en agacer certains. Mais voilà ce que le président Trump a déclaré il y a tout juste un jour. Ça a été un partenariat incroyable, mais il dira que nous sommes le grand partenaire, et lui, le tout petit partenaire. Et c'est vrai, Israël aurait été balayé. Et pour être juste envers Bibi Netanyahou, qui est un homme bien, parfois un peu emporté, mais vraiment un homme bien, nous avons eu un partenariat exceptionnel. Il a été un premier ministre remarquable. Nous avons juste un petit désaccord à propos du Liban. Moi, je lui dis, tu peux y aller un peu plus doucement, Bibi. Oui, eh bien, on verra s'il est capable d'adopter une approche un peu plus souple. Je suis sûr que Bibi a toujours eu, et beaucoup peuvent le dire, moi y compris, à certains moments en tout cas, pas toujours, mais à certaines périodes, que Netanyahou a clairement été le partenaire dominant, poussant Trump à faire ce qu'il voulait. Mais l'inverse a aussi été vrai. Je pense cependant que l'échec de la guerre à se dérouler comme Netanyahou l'avait promis a changé cette dynamique. Mais je ne crois pas que cela ait changé Netanyahou lui-même. Parce que, regardons d'abord la version de Netanyahou. À peu près au moment où Al Jazeera a annoncé qu'il y avait eu un cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël, Netanyahou, sur son compte X, a déclaré « Comme je l'ai ordonné, les forces de défense israéliennes ont frappé avec puissance 150 cibles du Hezbollah au Liban et éliminé des dizaines de terroristes. » Ça ne sonne pas vraiment comme quelqu'un qui dit « Je vais me retirer et écouter le partenaire principal ici ». À quel point êtes-vous inquiet qu'Israël, à travers Netanyahou, essaie de saboter le protocole d'accord? Eh bien, j'ai toute confiance en Netanyahou et en ce type de sionistes américains, en particulier. Ils sont différents des sionistes israéliens. Je ne sais pas si cette distinction est claire pour le public, mais je parle par exemple de gens comme Mark Levin. Allez-y, faites cette distinction si vous pouvez. Oui, enfin, il y a évidemment un véritable intérêt national. Et beaucoup d'Israéliens, y compris des analystes, ne veulent pas froisser les États-Unis. Ils comprennent bien la nature de cette relation. Quand on parle d'Israël comme d'un État vassal ou d'un proxy, on parle de la réalité structurelle de l'Alliance, d'accord? Et ce qui a dérangé beaucoup d'Américains, c'est que le rapport de force ne se reflète pas dans la prise de décision. Du coup, l'Amérique apparaît, en pratique, comme une superpuissance. Mais ce n'est pas elle qui donnait l'impression de diriger les choses en entrant dans la guerre que voulait Netanyahou. On a souvent eu l'impression que la queue faisait bouger le chien. Et ça n'a pas plu à beaucoup de dirigeants et de nationalistes du mouvement America First autour de l'administration Trump. Mais ça ne plaît pas non plus à beaucoup de gens à gauche et même au centre. C'est pour ça que le soutien à Israël dans l'ensemble est en train de s'effondrer. Et je pense que Trump l'a compris. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'Israël lui-même, Benjamin Netanyahou lui-même, a lié son avenir politique à la ligne dure et à ce genre d'action agressive dans la région, contre le Liban, contre le Hezbollah, contre la Syrie, mais aussi contre l'Iran. Je pense donc que c'est très difficile pour lui de s'en détacher. Mais s'il prend du recul et qu'il comprend les réalités stratégiques de l'État d'Israël, la taille du pays, comme l'a rappelé J.D. Vance, 9 millions d'habitants et sa position géographique, et qu'il revient à la doctrine périphérique, celle qu'il a abandonnée, alors les choses changeraient. Cette doctrine disait qu'Israël devait reconnaître sur le long terme ses intérêts communs avec l'Iran et la Turquie, les États non arabes de la région. Mais dans les années 90, Netanyahou et Sharon ont complètement abandonné cette doctrine.
ils l'ont modifiée, renversée et mise sens dessus-dessous. Alors, au lieu de ça, ils se sont tournés contre l'Iran et de plus en plus contre la Turquie, parce qu'ils se voyaient comme la puissance régionale. Mais la réalité, c'est qu'Israël n'est pas la puissance régionale. Structurellement, il ne peut pas l'être. Et quand il essaie de le devenir, il va trop loin, il se surexpose et il finit par faire des choses qui nuisent à l'État d'Israël. Beaucoup d'analystes et de réalistes israéliens le comprennent très bien, comme Satarnovich et d'autres qui partagent cette idée. Mais la direction politique, elle, semble ne pas le comprendre. Quant aux États-Unis, on a un courant sioniste américain complètement déconnecté de la réalité, avec des figures comme Mark Levin ou Ben Shapiro. Ces gens ne veulent qu'une chose, une guerre pour Netanyahou contre les cibles que Netanyahou choisit. Et ils veulent que ce soit le contribuable américain qui paye et l'armée américaine qui combatte et soutienne cette guerre. Et ça, c'est inacceptable du point de vue de l'America First. Je pense qu'on ne devrait pas hésiter à dire qu'il est normal que l'Amérique ait des alliés et des partenaires quand cela correspond à ses intérêts. Mais si ce n'est pas le cas, alors on ne se plie pas en quatre pour d'autres pays, surtout pour un pays qui n'est qu'un allié secondaire, un allié de moindre importance, et encore plus dans une région où, à mon avis, nous n'avons pas d'intérêts nationaux vitaux. C'est pour ça que, à la fois les partisans de Mark Levin, mais aussi les membres du Congrès, comme le sénateur Cruz, Lindsey Graham et d'autres, qui semblent ne servir que les intérêts de Benjamin Netanyahou, comme s'il était le président des États-Unis à la place de Donald Trump, devraient prendre un peu de recul et franchement mettre l'Amérique d'abord. Ce sont des sénateurs américains, et c'est une honte qu'un sénateur américain fasse passer les intérêts d'Israël avant ceux de l'Amérique, et qu'il privilégie aussi les intérêts politiques du premier ministre israélien plutôt que ceux de son propre parti et du président des États-Unis, Donald Trump. Bien dit. Je ne pourrais vraiment pas mieux formuler que ça. Bon, regardons maintenant l'autre camp, parce que de mon point de vue, l'Iran a aussi ses propres soucis. Il y a quelque temps sur X, le chef du Hezbollah a déclaré qu'Israël quitterait le dernier centimètre du sol libanais. Il a ajouté « Soyez-en sûrs, la victoire, dans tous les sens du terme, c'est l'expulsion d'Israël de notre terre. Et cela se réalisera sans aucun doute. Nous ne sommes pas un peuple qui se rend. » Mais laissez-moi vous montrer quelque chose qui va un peu à contre-courant de ce discours. Ce n'est pas seulement Benjamin Netanyahou, mais sur ce même sujet, attendez, si mon ordinateur veut bien coopérer, voilà, ici. Le ministre israélien de la Défense, Katz, a déclaré « Nous avons rasé toute la première ligne de villages dans le sud du Liban. Toutes les maisons ont été détruites. Les habitants ne les reverront jamais debout. C'est une reconnaissance brutale d'un nettoyage ethnique systémique. » Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, s'est vanté vendredi que l'armée israélienne avait complètement rasé le premier niveau des villages situés le long de la frontière libanaise. Et dans la vidéo que vous voyez passer en dessous, il déclare clairement que les 200 000 Libanais déplacés ne reviendront pas et qu'ils ont tout simplement aplati cette zone. Alors, comment concilier ce que dit Israel Katz avec ce que déclare le chef du Hezbollah? Parce que, franchement, je ne vois pas comment ces deux choses peuvent aller ensemble. Oui, enfin, je pense que c'est devenu le talon d'Achille de, disons, l'accord ou la stratégie entre les États-Unis et l'Iran. La détente, peu importe comment on veut l'appeler. Encore une fois, d'un point de vue réaliste, les petits alliés, les proxys, que ce soit le Hezbollah pour l'Iran, Israël pour les États-Unis ou l'Ukraine, ce sont des pays ou des groupes dont le bien-être, voire la survie à long terme, dépend d'un certain niveau de conflit. C'est ce qui leur permet d'obtenir la générosité de leurs protecteurs.
Et c'est pour ça que ce genre d'alliance permanente, comme on l'a souvent écrit à l'Institut pour la paix et la diplomatie, va à l'encontre des intérêts des grandes puissances. On ne veut pas d'alliance permanente. Comme l'a dit George Washington, il faut savoir rester flexible. Il ne faut pas avoir d'amis permanents, ni d'ennemis permanents. Pourtant, toute la vision et la réalité de ces petits États et de ces groupes reposent sur des relations permanentes. Je ne crois pas une seconde qu'Israël et le Hezbollah veuillent vraiment poursuivre ce genre d'escarmouche, ni qu'ils aient intérêt à le faire. Mais il y a une différence, parce qu'une seule chose pourrait tout changer. Un non ferme, à la fois de Téhéran et de Washington. Et ce non ferme compte bien plus que n'importe quelle rhétorique que Donald Trump pourrait tenir au sommet du G7, ou que n'importe quelle déclaration publique des Iraniens en soutien au Hezbollah. Un non catégorique, ça veut dire, vous savez, si vous lancez une attaque, si vous retournez sur le territoire libanais, si vous êtes Israël, ou si vous recommencez à envoyer des roquettes sur Israël, si vous êtes le Hezbollah, eh bien, nous ne vous soutiendrons pas militairement. On vous coupera les vivres. Et c'est la seule façon. Vous voyez, imaginez si les États-Unis, le CENTCOM et le département de la Défense tenaient vraiment cette ligne et arrêtaient d'envoyer des armes, nos propres armes, pour défendre le ciel israélien. En fait, dans ces conditions, Israël ne pourrait pas mener une guerre. Il ne pourrait pas continuer comme ça. C'est un peu fou de poser cette question à voix haute. Mais est-ce qu'il est seulement possible que les intérêts des États-Unis et de l'Iran, pour mettre fin à la guerre et revenir à une certaine forme de normalité, disons dans 5 ans, 10 ans, peu importe, aillent dans le même sens, et que dans cette logique, ils puissent dire à leurs deux alliés, Israël et le Hezbollah, si vous voulez continuer à vous battre, ce sera sans nous. L'Iran ne soutiendra plus le Hezbollah, nous ne soutiendrons plus Israël. Ou alors, vous pouvez vous rallier à cette démarche, et tout le monde y trouvera un certain avantage. Est-ce que ça, c'est seulement envisageable? Eh bien, c'est possible dans une situation où, en quelque sorte, si l'un des deux camps ne respecte pas l'accord, que ce soit Israël ou le Hezbollah, et dans la plupart des cas, c'est Israël qui le fait. Israël a donc continué à mener la guerre contre le Hezbollah et au Liban, même après que le cessez-le-feu a été conclu en avril. Israël a violé à plusieurs reprises les termes du cessez-le-feu initial, celui qu'Iran et les États-Unis avaient accepté. Et c'est pour ça que le protocole d'accord a été si difficile à obtenir. Il a fallu des semaines pour y parvenir, mais les bases de ce protocole, les 14 points, correspondent de très près aux 10 points du cessez-le-feu d'origine. On aurait pu éviter cette catastrophe des dernières semaines, ainsi que les tensions sur l'économie mondiale et la hausse des prix qui en découlent. D'ailleurs, attendez un peu pour voir. Je veux dire, une récession pourrait encore se profiler à l'horizon à cause de tout ça. Donc oui, ce sont de vraies inquiétudes. Et pourtant, on a continué à repousser les décisions, parce que Israël voulait mener encore quelques attaques, quelques frappes de plus, et ainsi de suite. Alors si Israël continue dans cette voie, l'Iran soutiendra le Hezbollah, parce qu'il estimera que c'est vous qui violez les accords. Non, ou que c'est l'Amérique qui ne parvient pas à garder son allié sous contrôle et à le contenir. Mais encore une fois, si le protocole d'accord tient, et si les deux camps sont vraiment contraints par des refus fermes, ce qui veut dire, en gros, arrêter tout soutien militaire aux deux côtés, alors là, oui, il y a vraiment quelque chose à en tirer. Je veux dire, si Israël arrêtait d'être, vous savez, aussi agressif dans sa propre périphérie, à la fois à l'intérieur d'Israël, au Liban, mais aussi en Syrie, avec la population druze, eh bien, si Israël acceptait vraiment les frontières qu'il a, je pense que, alors, l'Iran accepterait, en coulisses, ou reconnaîtrait au moins tacitement, silencieusement,
l'État d'Israël aussi. C'est-à-dire que c'est une idée que Larijani évoquait avant que la guerre ne commence, avant qu'il ne soit tué. Donc c'est intéressant de voir que ceux qui voulaient, même discrètement, un rapprochement avec Israël, ont eux aussi été tués dans cette guerre. C'est une situation vraiment étrange. Mais je constate que si nous avançons vers une nouvelle structure au Moyen-Orient, un nouveau statu quo dans lequel l'Amérique se retire, alors nous entrons dans un Moyen-Orient post-américain. Les pays arabes du Golfe Persique peuvent travailler avec les Iraniens et reconnaître le fait que l'Iran est la puissance régionale. Le trafic maritime continue, mais le détroit d'Ormuz passe sous souveraineté iranienne ou irano-omanaise, selon la manière dont on veut le dire. Et en gros, la région se stabilise d'elle-même à travers le ME5, c'est-à-dire l'Égypte, l'Iran, le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie, les 5 grands pays de la région, ainsi que ceux qui choisissent de rester neutres pour servir d'intermédiaires entre toutes les parties. Ça, c'est le Qatar et Oman. Ensuite, tu vois, c'est une situation différente et Israël doit décider quoi en faire. Mais si ça se produit, et que tout à coup, une fois l'accord réellement conclu, une fois que ces avantages deviennent clairs pour tout le monde, et que soudain, le Hezbollah ou Israël veulent poursuivre la guerre, je pense que toute la région se retournera contre eux et leur dira, en gros, qu'ils sont seuls. Donc, à mon avis, la situation est plus fragile en ce moment, surtout à cause du problème que j'ai évoqué tout à l'heure. Le manque de confiance, la méfiance totale de Téhéran vis-à-vis des intentions de Washington et de sa capacité, ou non, à vraiment maîtriser la situation. Écoutez, ce qui est intéressant ici, ou plutôt l'ironie, c'est que beaucoup de gens au sein de l'establishment iranien pensent, un peu comme les partisans du America First aux États-Unis, qu'Israël n'est pas contrôlable par le gouvernement américain. Et c'est là toute la tragédie de cette situation. Parce que, structurellement, et d'un point de vue réaliste, Israël devrait être encadré et maîtrisé par Washington. Le fait que ce ne soit pas le cas, et que beaucoup estiment que le système politique américain est incapable de contrôler et de freiner Netanyahou, ou des figures comme Smotrich, ou encore le prochain Premier ministre d'Israël, c'est révélateur. Et du côté iranien aussi, la direction pense que pour une raison ou une autre, l'Amérique n'a probablement pas assez de contrôle. C'est pour ça qu'ils l'appellent. Enfin, je ne crois pas aux théories du complot de ce genre, mais c'est pour ça qu'ils l'appellent, dans la propagande iranienne, le président Epstein. Parce qu'ils essayent de trouver une explication au fait que la superpuissance ne parvient pas à contrôler leurs relations. Et c'est un peu la même chose qu'on voit aux États-Unis, non? Beaucoup de gens se demandent, qu'est-ce qui se passe ici? Peut-être qu'ils ont vraiment quelque chose. Donc je pense que c'est au président de dire un non ferme, de faire suivre ses paroles d'acte, d'essayer d'être cohérent avec ses instincts après, disons, 18 mois de désastre, et de voir où ça le mène. À mon avis, ça lui serait bien plus bénéfique que ce qu'il fait maintenant. Eh bien, écoutez, le président Trump semble aller dans le sens de ce que vous disiez. Il a commencé, il a déjà fait quelques pas. C'est une grande étape. S'il n'y avait pas eu Donald Trump, et Bibi Netanyahou a bien travaillé avec moi, mais il vous le dira, c'est nous qui avons les armes, c'est nous qui avons tout l'appareil, les bombardiers B-2 et tout le reste. S'il n'y avait pas eu Donald Trump, Israël aurait été anéanti. Votre relation avec Netanyahou elle est bonne, mais il faut quand même le garder un peu sous contrôle. Est-ce que vous allez pouvoir empêcher Israël d'attaquer le Liban? Oui, je le pourrais. Ils ont beaucoup de respect pour moi, et ils font ce que je dis. D'accord. Donc, je veux dire, on lui a posé directement cette question, et il a répondu, « Oui, je peux les arrêter. Ils feront ce que je dis. » Alors maintenant, tout le monde va voir.
Est-ce qu'il va vraiment aller jusqu'au bout ou est-ce qu'il va encore reculer? Je pense que tout le monde attend de voir ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Exactement. C'est bien ça la question. Je pense que vous avez tout à fait raison. Et vous l'avez déjà mentionné. Pendant que les discussions se tenaient au G7 et que toute la rhétorique américaine se faisait entendre, Netanyahou a publié de nouvelles attaques contre le Liban, contredisant directement le président des États-Unis. Mais je pense que les Israéliens à qui je parle me disent que ce n'est pas une stratégie à long terme, qu'il essaye peut-être de montrer qu'il est dur, qu'il est le premier ministre d'Israël, qu'Israël est souverain. Et pourtant, tout cela, c'est l'œuvre de Netanyahou. C'est ça la tragédie. Je ne pense pas qu'Israël en serait là s'il n'avait pas sans cesse dépassé les limites. Donc on verra bien. Mais à long terme, je crois que le président des États-Unis a, oui, la capacité, l'influence, le pouvoir de vraiment imposer des limites à l'État d'Israël. La question, c'est de savoir s'il ira vraiment jusqu'au bout. Et moi, j'ai besoin de voir des actes avant de pouvoir en dire quoi que ce soit. Mais oui, c'est clair. Le ton, le langage ont complètement changé, à 180 degrés. C'est le Donald Trump que les gens se rappellent de 2016. C'est pour ça qu'il est devenu le phénomène qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est important, à la fois pour son entourage proche et pour le président lui-même, de comprendre ce que ça représente pour sa base, et pour beaucoup d'autres aussi. Parce que oui, il y a des partisans du mouvement MAGA qui se moquent un peu des politiques et qui suivront Trump, même s'ils s'opposent à Netanyahou. Mais il y a aussi beaucoup de gens, c'était une coalition, beaucoup de gens qui ont rejoint le mouvement Trump parce qu'ils en avaient assez des guerres, parce qu'ils voulaient la paix et la diplomatie. Et vous savez, ils ont cru le président quand il disait vouloir faire la paix. Et pourtant, il a mené les guerres les plus importantes de notre histoire récente. Des guerres qui auraient vraiment pu dégénérer en conflit nucléaire. On est passé tout près. Daniel, je crois que vous en avez entendu parler aussi. On est passé tout près d'un échange nucléaire, du côté américain comme du côté israélien. Ce n'était pas un exercice. C'est quelque chose qui a vraiment été discuté à la Maison-Blanche. C'est un sujet profond, un sujet très problématique. Je pense que Donald Trump, son instinct, c'était qu'il ne voulait pas de guerre nucléaire. Et il s'est vu s'en approcher de plus en plus, au point d'en devenir désespéré. Alors je pense que la solution la plus simple aurait été de dire non à Israël, comme l'avaient fait les présidents avant lui. Je suis désolé, Arne. À quel moment? Enfin, je précise, c'est pas quelque chose que j'ai entendu. Donc, si vous pouvez nous éclairer, moi et le public, à quel moment, selon vous, les éléments de preuve ont montré que les armes nucléaires étaient même entrées dans la discussion? Donc, les tweets que le président a publiés sur l'anéantissement d'une civilisation, sur une forme de guerre nucléaire ou une bombe électromagnétique. Dès le départ, Trump pensait peut-être qu'avoir une option nucléaire du côté américain, une arme nucléaire tactique sur Natanz, une installation nucléaire, c'était envisageable. D'après mes informations, cette idée a été discutée à la Maison-Blanche ou lors d'une réunion privée. Et la question, c'est que le simple fait que ce sujet ait été abordé est déjà très inquiétant. Et le fait que, vous savez, je pense, et j'écris d'ailleurs un article là-dessus, je fais aussi des recherches sur ce point, je pense que la raison même pour laquelle on en est arrivé là, que cette guerre a éclaté et qu'on a frôlé un échange nucléaire, c'est à cause du monopole nucléaire d'Israël. D'une certaine façon, vous savez, Trump a pris au sérieux les menaces israéliennes du genre. Eh bien, nous devrons frapper l'Iran avec l'arme nucléaire s'il n'y a pas d'accord. Et je pense qu'il a essayé d'empêcher ça, qu'il a même pris les devants pour le faire. Mais en réalité, ça a accéléré la tendance vers une guerre nucléaire possible.
Franchement, je ne crois pas qu'on ait jamais été aussi proche d'une guerre nucléaire, au moins depuis la crise des missiles de Cuba. Et je pense que ça aurait été moralement abject, mais aussi stratégiquement catastrophique. Parce qu'au fond, je ne crois pas qu'une attaque nucléaire, qu'elle soit tactique ou stratégique, puisse vraiment s'inscrire dans une campagne de bombardement stratégique. Et beaucoup de gens, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, on voyait circuler toutes sortes de récits expliquant que c'était justifié d'avoir bombardé le Japon à l'arme nucléaire et que c'est pour ça que le Japon avait capitulé. Il y avait une raison à tout ça. Tout à coup, ce genre de récit apparaissait un peu partout, souvent avec un soutien israélien derrière. Mais la vraie question, et c'est ce que j'aimerais que les gens comprennent, et je veux être très clair là-dessus, c'est que notre attaque nucléaire contre le Japon n'a pas été la raison de leur reddition. Ce qui les a poussés à se rendre, c'est la présence des troupes soviétiques, des troupes au sol, et la perspective d'une prise de contrôle du Japon par l'Union soviétique. Et d'ailleurs, quand on regarde la puissance de feu, je ne suis pas un expert militaire, mais d'après ce que j'en comprends, les bombes utilisées sur Tokyo avaient une charge bien plus importante que les bombes nucléaires. Oui, Doug McGregor a déjà fait ce point dans notre émission. Oui. Et donc le Japon n'a pas capitulé à cause de ça, n'est-ce pas? Et l'Iran non plus n'a pas cédé malgré les 12 ou 13 000 tonnes de bombes qui leur ont été larguées. Donc cette idée que les bombes changent le comportement, c'est une erreur de base. Les campagnes stratégiques peuvent fonctionner, mais seulement si on mène vraiment une guerre terrestre, qu'on s'y engage pleinement et qu'on croit sincèrement que c'est une guerre existentielle. Moi, je dis depuis le tout début de ce conflit, même avant la guerre de 12 jours, que ce n'est pas une crise existentielle pour l'Amérique. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt à engager des troupes au sol, sous quelque forme que ce soit. Je ne dis pas que la ferveur idéologique, comme celle qu'on a connue avec les néoconservateurs pendant la guerre d'Irak, ne peut pas nous pousser à faire des erreurs, à envoyer des troupes au sol et à mener une guerre terrestre. Mais c'était une situation très différente. Je parierais que même à cette époque, comme ce n'était pas un conflit existentiel pour nous, même là, si l'Irak avait été l'Iran, ou si l'Irak avait été la Russie, nous ne serions pas entrés en guerre. Ou du moins, nous n'aurions pas engagé des troupes au sol, comme nous l'avons fait en Irak ou en Afghanistan. Donc encore une fois, les conflits ne se ressemblent pas. Ils ont chacun leurs propres circonstances. Mais quand on parle de puissances historiques et durables comme l'Iran, la Russie, la Turquie ou le Japon, on parle d'une toute autre catégorie de puissance. Ce sont des puissances intermédiaires, des puissances moyennes, qu'on peut aussi appeler des puissances régionales, avec leurs propres zones d'influence. Et ces puissances ne disparaissent pas. Il y a une raison pour laquelle elles ont eu des empires, des civilisations. C'est parce qu'elles sont là depuis très longtemps. Comment survit-on à des millénaires d'attaques, de guerres, de conflits, de famines? Il y a une raison à cela. Je pense qu'on devrait avoir plus de respect pour l'histoire. Et nous, en comparaison, nous sommes une nation plus jeune. Mais justement, nous devrions faire preuve de plus d'humilité et un peu moins d'arrogance dans nos ambitions et dans nos moyens. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce dernier point, surtout sur la question d'être moins orgueilleux. Ça pourrait devenir un défaut fatal à un moment donné. Écoute, j'aimerais beaucoup te réinviter dans l'émission, juste entre parenthèses. J'aimerais qu'on prenne le temps d'entrer davantage dans le détail sur tout ce qui touche au nucléaire, parce qu'on en avait parlé dans l'émission quand il avait fait cette déclaration. On avait vu quelques autres éléments, puis le sujet a un peu disparu. Et moi, je n'avais aucune information interne là-dessus. Donc, j'aimerais vraiment en reparler avec toi. Mais pour le temps qu'il nous reste aujourd'hui,
La nature même de ton organisation, c'est l'Institut pour la paix et la diplomatie. Est-ce que tu vois une possibilité? On peut peut-être arriver à un point où l'Iran et les États-Unis disent clairement non, aussi bien du côté iranien-israélien que du côté du Hezbollah. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait obtenir un arrêt des combats. Mais enfin, ça dure depuis 1982. Il y a eu la guerre de 2006, bien sûr, et toutes les reprises, les pauses, les reprises encore, tout au long de ces années. L'an dernier, il y a eu l'assassinat du chef du Hezbollah, Nasrallah, et tout ce qui s'en est suivi. Et maintenant, tout ça encore. Les Israéliens viennent de dire que 200 000 personnes ont été chassées de chez elles et que la plupart de leurs maisons ont été détruites. Alors, comment diable peut-on espérer une issue pacifique à tout ça pour éviter qu'une nouvelle guerre n'éclate entre ces deux peuples dans quelques mois ou dans quelques années? Eh bien, c'est la grande question, n'est-ce pas? Je pense vraiment que notre conflit avec l'Iran et la méfiance de l'Iran envers les États-Unis a clairement joué un rôle important là-dedans. Encore une fois, les guerres locales comptent beaucoup. Elles naissent de rancunes locales, de blessures historiques. Mais elles ne peuvent pas durer indéfiniment sans le soutien d'acteurs extérieurs ou de parrains étrangers. Et dans ce cas précis, l'Iran et les États-Unis ont financé ce conflit, qu'ils l'admettent ou non. Voilà déjà un premier point. Whether they accept it or admit it or not. So that's one thing. Number two is Israel from the 1980s, from the 1970s, since Nixon really, and certainly since the 90s, once the Soviet Union, which was some sort of a structural check, once that went away, Israel has been very unrestrained. And so the question is, with America pulling back from the region, whether ne sont pas en train de se déliter. Je pense qu'on a vu à la fois l'apogée et le point le plus bas de cette relation au cours des derniers mois. C'était au fond la direction vers laquelle on se dirigeait. This was ultimately where we were heading. We allowed for Israel to overreach, to be hubristic. Nous avons permis à Israël d'aller trop loin, de faire preuve d'arrogance, parce qu'en réalité, ils ont pu externaliser leur défense chez nous. Nos porte-avions, nos systèmes patriotes, notre technologie, tout cela les soutenait. Je veux dire, au fond, Israël est une puissance technologique, il ne faut pas le nier. Mais il n'a pas la capacité de mener toutes ces guerres sans les États-Unis. Alors, je pense que si Israël pouvait retrouver un peu de raison, même si, honnêtement, je n'y crois pas à court terme, s'il le faisait, il faudrait qu'il revoie sa conception de ce qui relève de son intérêt national, de son intérêt à long terme. Pas seulement, vous savez, dans l'esprit du moment, mais en s'inspirant un peu des anciens dirigeants israéliens comme Ben Gourion, plutôt que de s'enfermer dans cette sorte de guerre existentielle et apocalyptique, où même les récits historiques et bibliques d'Israël servent à justifier un projet de grand Israël. L'idée qu'Israël puisse devenir une puissance régionale et étendre ses frontières, c'est un poison pour Israël et pour toute la région. Si le prochain Premier ministre d'Israël, si Benjamin Netanyahou ou qui que ce soit d'autre, parvient vraiment à réorienter la stratégie israélienne et à s'éloigner de cette logique, un peu comme les États-Unis, qui lentement, à contre-cœur, s'éloignent de l'hégémonie mondiale et sont contraints d'abandonner une stratégie de primauté pour aller vers une stratégie de retenue, eh bien on le voit déjà. On l'a vu dans la stratégie de sécurité nationale, la NSS de 2025. Elle était très centrée sur l'hémisphère occidental, pas sur le monde entier. Donc, les circonstances structurelles, l'histoire, la géopolitique, tout ça est bien réel, et ça a sa propre logique. Et c'est justement cette logique-là qui finit par s'imposer, qui pousse les dirigeants et les responsables politiques à faire des choses qu'ils n'avaient pas prévu de faire.
So I think it matters a lot in terms of Je pense que ça compte énormément du côté de la direction israélienne. I think less so for Moins pour le Liban, à mon avis. their Au Liban, fighters. les combattants pourraient même être intégrés aux forces libanaises. I saw one J'ai vu une idée, proposée par un ami à moi, un spécialiste du Liban, qui disait que la structure du Hezbollah devait être intégrée à l'État libanais, au lieu de rester une entité séparée. Donc, il y a des solutions libanaises possibles, des façons de faire locales. Et du côté israélien, il faudrait une sorte de réajustement, parce que ce qu'ils font ne fonctionne pas. Ils sont devenus la nation la plus détestée au monde, et ce n'est pas bon pour Israël. Si j'étais israélien, je ne voudrais pas de ça, non? Donc oui, sur ce point, Donald Trump et J.D. Vance ont raison. And Donald Trump and J.D. Vance are right. The only country that supports them is America. Le seul pays qui les soutient, c'est l'Amérique, et vous savez, peut-être récemment l'Inde. Donc si l'Amérique arrête de le faire, ils sont dans le pétrin, dans un très très mauvais pétrin. Et je pense que, justement à cause de ces excès, beaucoup d'Américains, des millions d'Américains, ne veulent plus de cette relation spéciale ou de cette alliance avec Israël. En fait, ils voient Israël comme le problème dans la région. Ce changement, par rapport à la mentalité des baby boomers, avec tout le respect que je leur dois, dans les années 60, 70 et 80, surtout après les années 80, quand la révolution iranienne a eu lieu, ce passage de Israël ne peut rien faire de mal aux nouvelles générations, les millénials, la génération Z et d'autres, qui pensent que, au mieux, Israël devrait être un pays parmi les autres. At best, Israel should be one nation among others, and American strategic interests. Vous savez, les intérêts stratégiques et nationaux des États-Unis sont à bien des égards différents de ceux d'un petit pays appelé Israël. Il ne s'agit pas de savoir si Israël est ou non un État-nation. Il s'agit simplement de pays différents, avec des structures différentes, qui ont donc des intérêts nationaux différents. Et c'est tout à fait normal. Je ne pense pas que l'Amérique puisse, ni même doive, agir comme Israël. Et Israël, de son côté, ne peut pas se comporter comme une puissance régionale ou comme une grande puissance à l'image de l'Amérique. Ce genre de fantasme est complètement déconnecté de la réalité et il finit par coûter très cher. Il met en danger la viabilité et même la survie d'un pays tout entier. À mon sens, Netanyahou a été une catastrophe pour l'État d'Israël. Vous savez, on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un like et partagez ça avec quelqu'un qui compte pour vous. Somebody you care about.